Voilà. Alors donc moi je me suis proposée pour peut-être dans cette quinzaine de minutes juste donner un petit peu en pâture pour la discussion et surtout la table ronde. Donc c'est un exposé qui sera assez court et qui vise déjà un petit peu à introduire notre sujet de table ronde sur libérer les énergies dans tous les domaines et à savoir déjà se demander la question pourquoi les territoires doivent-ils se réinventer et surtout quelles sont les conditions de cette réinvention. Alors c'est vrai que d'où je parle, l'hypothèse de départ est vraiment de se dire qu'il y a d'ores et déjà énormément de signaux faibles qui sont en train de devenir forts, d'aspiration, d'énergie très créative et de choses qui sont porteuses de résilience en France. Et donc je pense qu'il faut, en France et dans le monde bien sûr, mais qu'il faut s'appuyer là-dessus et partir de ces émergences, et c'est un petit peu l'objet d'ailleurs de ce prochain bouquin qui sort. Donc l'idée, c'est véritablement de se focaliser sur les choses positives, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau mondial, on est quand même face au meilleur comme au pire. Et c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure pour la transition numérique comme la transition énergétique et écologique plus largement, c'est un petit peu ce que l'on en fera. C'est-à-dire que, en effet, on est face à une croissance démographique assez importante. Donc, je dis souvent, la question, c'est pas le fait qu'on passe de 7 à 9 milliards d'individus, c'est comment on va se nourrir sur Terre. C'est ça. La question, elle est plus du pourcentage d'obèses et de personnes en surpoids. C'est plus ça qui m'inquiète au niveau démographique que savoir si on sera 9 milliards. Tout dépend de ce qu'on va manger, comment on va se nourrir et à quel point on va être rendu malade par un certain nombre de produits alimentaires. Donc l'autre question, c'est bien évidemment, on voit bien que si on prend le millénaire, que la planète s'est enrichie relativement, mais la question aujourd'hui, c'est pas la question de l'enrichissement, c'est la question des inégalités. C'est comment on fait pour continuer à vivre ensemble alors que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes en termes de création de richesses, et ce, même également dans notre pays, la France. Et puis, bon, bien sûr, les questions de pollution, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on l'a évoqué. La pollution, c'est essentiellement aujourd'hui, ça concerne directement les villes, puisque c'est beaucoup là où on peut agir au niveau planétaire. La création de valeur. On voit bien que sur la création de valeur, aujourd'hui, la grande question, c'est comment on arrive à être rétribué pour sa création de valeur. Quand vous prenez un artiste, un créatif, on est dans l'ère de la connaissance et à la fois, il n'y a jamais eu autant de difficultés à se faire rétribuer quand on est intellectuel ou quand on est un artiste ou un entrepreneur créatif. Donc on voit bien qu'il y a des paradoxes et derrière cette création de valeur, on est aussi face à une marchandisation de l'économie. Bon, je ne vais pas abonder sur ce sujet, il est bien connu, mais la question, on est bien dans cette dimension de spéculation. Aujourd'hui, vous le voyez sur des entreprises qui font, par exemple, des producteurs automobiles. Les revenus qui sont générés et les profits qui sont générés ne viennent pas des voitures en tant que telles, elles viennent des banques. Donc c'est le trading qui fait que certaines entreprises, par exemple comme Peugeot, arrivent à se maintenir, et sans parler des aides de l'État. Donc on est dans cette inflation spéculative qui est quand même énorme, puisque je rappelle, on est sur des milliers de milliards d'échanges monétaires financiers dans le monde. On est la part, si vous voulez, de la production réelle et d'échange de création de valeur des services, c'est 2 à 3%. Donc c'est quand même un véritable enjeu. Et à la fois pour le meilleur, parce que on voit bien que on est sur une planète magnifique avec une diversité culturelle extraordinaire dont finalement on n'arrive pas encore à valoriser l'ensemble de cette richesse au niveau culturel. Une écologie, des énergies alternatives qui sont en train de se développer, une innovation sociale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment même des innovations comme le microcrédit au Bangladesh vient même
nourrir des innovations en Europe et vice versa. Donc on a véritablement pour le meilleur et pour le pire. Et ça, je crois que c'est important de même à un niveau comme celui de la métropole, même à un niveau d'une métropole, pas mégacité, mais métropole de taille comme celle de Nantes, se poser la question de la réinvention dans un contexte planétaire. Ça me paraît déjà une des premières conditions. Alors la métamorphose numérique, je ne vais pas revenir dessus. On avait parlé de métamorphose numérique au think tank Futur Numérique. Tout simplement, je crois que Yann Pearson l'a extrêmement bien raconté ce matin quand il dit la donnée, c'est pas la donnée qui crée de la valeur. Ce qui va créer de la valeur, c'est la capacité à innover, c'est la capacité à créer, c'est la capacité à transformer ça en connaissance. Et je crois que ça, il faut pas l'oublier non plus. Il faut pas oublier que ce qui crée de la richesse, c'est pas uniquement la communication top-down, c'est cette formidable capacité aujourd'hui à communiquer à la multitude, hein, si je reprends les termes d'Henri Verdier qui s'occupe d'État Lab. Donc on est dans ce pair à pair, dans cette capacité potentielle à communiquer avec des milliards d'individus. Et à la fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, face à cette accélération, eh bien, on est en totale déjà surcharge cognitive. Donc, c'est pour ça que je pense que même toutes ces initiatives d'expérimentation qui se mènent à Nantes, je crois qu'il faut pas déjà anticiper le principe de surcharge cognitive qui est lié à cette surcharge d'informations, qui est lié aussi à une désinformation, une mauvaise information, voire une désinformation offensive. Et ça, c'est quand même un enjeu, je dirais, même en particulier par rapport à nos plus jeunes générations, qui n'ont pas forcément connu les enjeux de propagande, etc., et qui croient qu'en allant sur Wikipédia, ils n'auront que des informations justes, alors que on sait bien qu'il y a même des erreurs sur Wikipédia. Donc la question, vraiment, je dirais, c'est aussi un rapport à la vérité, un rapport à la connaissance, c'est un rapport à la communication, mais en termes de masse potentielle. Et puis, bien évidemment, je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'en tant que métropole, on est face à deux la réinvention se passe d'abord par le rapport au temps, peut-être un nouveau rapport au temps. Donc là encore, je vais aller très vite. Hartmut Rosa, phénoménologue allemand, en parle très bien puisqu'il dit que l'accélération au niveau sociétal, elle se caractérise à 3 niveaux, par l'accélération des transports, donc du rapport à l'espace, par l'accélération des communications qui transforment donc nos rapports aux autres, et également par l'accélération de la production, qui, là encore, amène le pire et le meilleur. C'est-à-dire, le meilleur, on voit, on est complètement poussé, chargé par d'énormes innovations sociétales dans tous les domaines, et à la fois aussi face à, quelque part, les risques d'obsolescence programmée, qui, là encore, sont un vrai sujet et qui accélèrent aussi une certaine forme de consommation. Et puis, ne pas oublier que notre rapport au temps, c'est aussi un rapport au temps psychologique, un rapport au temps qui est lié à nos systèmes de pensée. Et je crois que ça, c'est un enjeu pour la gouvernance des territoires au sens large, c'est-à-dire qu'on est, malgré cette accélération, on est dans des temps différenciés, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont avoir plaisir à être dans l'accélération, être dans la Formule 1, comme dirait Michel Daubré, et au contraire des gens qui ont besoin de ralentir. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons eu une étude au niveau international qui a montré que dans les pays comme même le Japon, Canada, Europe, les États-Unis, etc., on a un phénomène où à plus de 70%, les gens souhaitent ralentir. Ils souhaitent ralentir parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas assez de temps pour vivre, pour partager, échanger avec leurs proches. Donc là, c'est assez intéressant de voir à quel point on a à la fois besoin d'instantanéité, de réactivité. On ne peut pas attendre 48 heures d'avoir une réponse à un mail, voire même d'un service public. On a besoin tout de suite du service.
et à la fois on a besoin de plus de temps. Et ça, je crois que ça participe réellement de la résilience des territoires. Je crois qu'il faut absolument aborder cette question de la temporalité. Alors bon, moi j'ai proposé des solutions, je ne vais pas abonder dessus puisque je n'ai pas beaucoup le temps, mais tout simplement de se dire l'écologie de l'action, on l'a vu dans des domaines d'expérimentation scientifique, l'addiction par exemple avec les outils numériques, très souvent, elle est portée par une addiction personnelle. C'est-à-dire que on le voit, on l'a beaucoup travaillé chez les jeunes étudiants, eh bien, qui se réveillent même la nuit pour voir s'ils n'ont pas des messages Facebook, etc. Ils savent très bien qu'ils n'auront pas de messages sur Facebook, mais cette addiction finalement reflète quelque part la peur du vide, et donc quelque part la peur du vide, c'est-à-dire aussi la peur du sens, la peur aussi de vivre dans cette incertitude. Et je pense que quelque part cette nécessité de concilier à la fois un retour, une présence, de protéger la nature, de se remettre un petit peu dans des rythmes écologiques, des rythmes du vivant, eh bien, ça me paraît être une étape absolument indispensable. Et on voit bien que la transition écologique, elle se relie à la transition numérique, et les deux sont extrêmement liés. Le deuxième périmètre, si puis dire, grand levier qui affecte la réinvention des territoires, selon moi, c'est cette articulation locale-globale, mais on le voit là dans les 15 prochaines années, la grande tendance, et quand je parle de ça, c'est vraiment au niveau mondial, est au local. C'est-à-dire au local, non pas comme on l'a connu dans les années 70 ou dans les années 50, 1900, mais un local global, c'est-à-dire avec une réinvention des bassins de vie, et tout ça porté par les circuits courts, par l'économie circulaire, par la nécessité aussi de peut-être plus bouger dans certains endroits et moins bouger, donc face à des nouveaux phénomènes de mobilité, et également face à des lieux d'inspiration, des lieux de transformation. Donc je pense bien sûr au Fab Lab, je pense bien sûr aux tiers-lieux, puisque là on est vraiment sur des phénomènes où on voit bien qu'est en train de réémerger une réinvention du territoire. Et donc cette question du local à nouveau, je pense qu'elle est très importante, en particulier au niveau de la dimension de la libération des énergies, puisque là, on est vraiment sur nos sujets. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, quand on voit l'évolution de la nature des tiers-lieux, on avait des tiers-lieux dans les premières années qui étaient essentiellement destinés à des mâles plutôt high-tech, etc. Et puis, on voit qu'on va vers des tiers-lieux où se mêlent l'art, l'inspiration, bien sûr le besoin de réseauter, de se relier, d'échanger, et aussi bien sûr un lieu de création économique, technologique, etc. Donc on voit, et cette question, elle, d'après moi, elle rejoint vraiment la question du financement, parce que tout le monde est d'accord sur les tiers-lieux. La question, c'est comment on finance ces tiers-lieux. Et ça, je pense que là encore, la métropole a un rôle à jouer, parce que l'animation de ces lieux est capitale. Et aujourd'hui, c'est un petit peu là que ça blesse, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver un moyen de financer l'animation, cette création de valeur immatérielle qui a tant de mal à être reconnue. Alors pour finir, je dirais deux solutions me paraissent indispensables et moyens de parvenir à la réinvention des territoires. La première chose, c'est de ne pas oublier la dimension prospective. On le disait hier, je le disais déjà lors du débat hier au soir. On voit bien, même ici à Nantes, à quel point finalement toutes les politiques passées ont fructifié et ont donné corps à cette formidable ville, cette formidable métropole, mais les solutions d'hier ne seront peut-être pas forcément les solutions pour demain. Donc la question de se reprojeter dans un avenir, de voir finalement quelles peuvent être les modalités de réinvention et surtout le sens qu'on donne à cette réinvention, c'est-à-dire que, encore une fois, on voit bien qu'aujourd'hui la question c'est comment on sert une diversité de publics, comment on priorise des choix, comment on alloue certaines ressources à certaines politiques, et on voit bien que là, dans ce choix, eh bien, le sens d'une politique, le sens d'une direction, le sens d'une réinvention du territoire est importante.
Et puis, les conditions de la libération, je crois qu'il faut jamais oublier que c'est à la fois dans l'articulation de la libération individuelle et collective que une métropole peut réussir. Et donc, l'articulation, pour moi, au niveau individuel, c'est vraiment déjà arriver à faire attention à l'autre. On est quand même dans une société, on le voit, qui est en mal de lien social, c'est-à-dire que les Français aspirent à plus de liens, à plus d'affection, à plus de. C'est extrêmement visible dans tous les baromètres d'analyse des systèmes de valeurs des Français. Les Français sont aussi sont un sentiment de déclassement, un sentiment de manque de sécurité, etc. Donc ça, je crois que c'est extrêmement profond et on comprend bien pourquoi les débats aujourd'hui au niveau présidentiel tournent autour de ça. Et à la fois, on voit aussi des Français en recherche de liberté, en recherche d'autonomie, en recherche de ce que j'appelle d'émancipation. Et donc les deux sont extrêmement liés. Et croire que les deux s'opposent, pour moi, est une erreur. Je crois que les deux sont extrêmement liés parce que pour aussi s'émanciper, il faut avoir un certain degré de sécurité, sécurité même ontologique, affective, etc. Sans parler bien sûr de la sécurité marchande ou avoir un toit, de quoi se nourrir, etc. Donc c'est vraiment libérer les territoires. Pour moi, c'est arriver déjà à faire attention à l'autre dans un monde complexe, à faire attention aussi à la contribution, à la nature de la contribution des gens. Je crois que ce qui se révèle aujourd'hui chez les jeunes, mais aussi les moins jeunes, c'est un profond besoin d'avoir le sentiment de pouvoir contribuer à un avenir, à un destin, à une communauté, à un partage. Et pour moi, si on ne comprend pas cette dimension de contribution et qu'on ne la reconnaît pas, on passe à côté d'une condition majeure de réinvention. Et puis au niveau collectif, je dirais quelques conditions qui sont nécessaires, c'est déjà faire preuve d'empathie. On est dans une société, bon, on le sait, individualiste, hein, c'est-à-dire où c'est aussi nos modes de consommation qui ont développé une forme d'individualisme. Mais moi, je fais le pari qu'on passe de l'individualisme à l'individuation, c'est-à-dire aussi avec une volonté de regarder l'autre différemment, de s'ouvrir à l'autre, peut-être de composer. Je crois que ça, c'est vraiment un enjeu qu'il faut absolument développer. Donc, c'est la dimension d'empathie et puis également de coopération. Et là encore, j'étais la semaine dernière, j'étais à Rennes Métropole pour le colloque national sur les territoires collaboratifs. Et on voyait bien qu'aujourd'hui, l'enjeu de réinvention des territoires, c'est d'arriver à coopérer. Coopérer, encore une fois, pas de la même manière de ce qu'on faisait il y a 50 ans, mais arriver à coopérer avec des outils de coopération, des outils de médiation, comprendre la représentation de l'autre, arriver à travailler avec ce foisonnement de parties prenantes qu'on a vu ce matin. Il manquait juste les représentants associatifs, les intellectuels, etc. Mais et c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à coopérer pour agir effectivement ensemble. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la nécessité d'avoir des outils pour ça. Et c'est vrai que moi, un des outils que je trouve très, très utile, c'est, comme vous l'aviez souligné, l'approche par les valeurs, les systèmes de valeurs, qui permettent de repérer quelles sont les synergies entre des publics qui on pourrait croire que rien ne les rattache, rien ne les rassemble. Et en fait, les systèmes de valeurs permettent de trouver justement des liens pour tisser les gens, pour les rassembler. Et je crois que c'est quand même un enjeu majeur pour la France, bien au-delà de ce qui se passe ici à Nantes. Voilà. Merci.